Radio Paki, un projet participatif, horizontal et bienveillant. Rejoins l'équipe de rédaction ou annonce-toi comme invité. Nous t'accueillons et devisons autour de thèmes convenus ensemble. Retrouve les informations sur la page Facebook InfoPaki. Bienvenue à toi. Voilà, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, c'est Radio Paki. Bonjour Caro, comment vas-tu ? Oui, bien, merci. Et toi ? Mais écoute, ça va super. Alors ce soir, eh bien, a priori, nous avons perdu Marine. On ne sait pas encore où elle est, peut-être nous rejoindra-t-elle. Mais a priori, pour le moment, en tout cas, on n'arrive pas à la joindre, c'est ça, hein ? Oui. Alors ça veut dire que nous allons faire une émission un petit peu écourtée, mais on le sait, ce sont les émissions d'été. Elles sont quoi qu'il en soit écourtées et on fera nos deux petites rubriques. Alors... Eh bien, comme tous les dimanches soirs, c'est Radio Paki. L'émission d'été, on l'a dit, un peu écourtée, mais émission quand même. Aujourd'hui, c'est le 28 juillet. Il fait chaud et il fait lascif. Il fait moite, pour ainsi dire. Le temps idéal pour ne rien faire au frais et donc écouter la radio. Dis-moi, Caro, toi qui habites également au Paki, est-ce que tu t'es déjà rendu à l'anneau de bois qui se trouve au quai Wilson où les gens se baignent ? Ah non. Non, parce que alors voilà, il y a cet anneau qui est là maintenant depuis une semaine environ. Et puis j'aurais bien voulu savoir ce que les gens en pensent. Tu sais, c'est un anneau vraiment qui est dans le lac, vraiment tout à côté de la rive. Et puis donc c'est un cercle si j'ai bien compris, en bois, et les gens peuvent s'y délasser, s'y étendre et puis faire des petits ploufs de temps en temps. Je connaissais pas. Ben ouais. Alors en tout cas, on lance l'appel. Si les personnes s'y sont rendues et voudraient nous faire un petit retour, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner, à venir nous dire comment c'est bien d'être au frais sur le lac. Allez, on rappelle les contacts pour qui veut non seulement nous écouter, mais venir participer aux émissions. Donc c'est très simple. Il y a la page Facebook InfoPaki et également une page Facebook Radio Paki qui sont dédiés. Il y a un canal YouTube sur lequel il y a les directs tous les dimanches soirs et également les archives. Le canal YouTube, c'est Radio Paki, et enfin le mail à l'adresse suivante infopaki@gmail.com. Infopaki, c'est info au pluriel. Et là, bien évidemment, on répond à toutes les sollicitations. Alors, ce soir, du coup, au programme, il n'y aura que 2 rubriques, puisque les chemins du sommeil, donc a priori Marine n'étant pas là, ce sera reporté à la semaine prochaine. Donc il y aura... Alors, si j'ai bien compris, Caro, je commencerai moi ? Oui. Donc, la radio des enfants, ce sera le premier épisode sur 5. Il s'agit ce soir d'une petite présentation, suivie d'un entretien liminaire avec Sarah Stegmuller, qui travaille à la maison de quartier des Paki et qui est organisatrice du centre aéré, qui lui se tient du côté de Coleb aussi, en pleine campagne, dans un endroit bucolique fantastique. Avant ça, je ferai justement une petite présentation. Et puis, chronique de Chine. Oui, alors cette fois, ça va être un article sur l'environnement. Ah, sur l'environnement en Chine. La crise environnementale en Chine. Ouais. D'accord. Donc à l'époque contemporaine ou est-ce que tu... Non, à l'époque contemporaine. D'accord. Ah ben, je me réjouis en tout cas d'écouter ça. Un coucou également à Eni. Alors je dis ça et toute l'équipe du centre aéré, je dis ça parce qu'on va très probablement se retrouver au courant du mois d'août pour une 2e session de la radio des enfants. Et puis on va également dire que la page dédiée à cela, avec les illustrations, les jingles et puis tous les petits ateliers qu'on va faire, elle se trouve sur www.libradio.org. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient écouter, mais également pourquoi pas reproduire ce type d'atelier, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Libradio. Il y a même les demandes d'autorisation faites aux parents qui sont mises en PDF pour que les personnes puissent s'y référer. Voilà pour le programme de ce soir. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On commence directement avec la rubrique La radio des enfants ? Très bien, on commence. Ok, alors j'y vais. Sans transition, la radio des enfants. Alors avant de lancer l'entretien avec Sarah Stegmuller, donc le premier des 5 épisodes, les 4 autres épisodes, ce sera donc les entretiens avec les enfants, j'aurais voulu en quelques mots décrire quel est ce projet de Radio des enfants, pourquoi faire ? Alors le projet Radio des enfants a cours depuis plusieurs années, né d'une situation de crise rencontrée à Genève alors que des actes extrêmement malveillants entre jeunes adultes ont durement impacté par écho les plus petites. Ceci fut le déclencheur du projet et ce ne fut pas le seul.
Des années de travail au contact des enfants, y compris en situation délicate, porteurs d'handicap physique ou psychique, également en lien d'une expérience en compagnie d'enfants malentendants, ont mis au jour un constat cru et implacable. Parmi les populations vulnérables, il en est une, non pas invisibilisée, mais tue, dont on ne fait aucun cas des propos et a fortiori des opinions. Et quand bien même, lorsque de loin elle est entendue, celle-ci, ignorée, reste sans postérité, sans suite. Les enfants, particulièrement les préados, 9-13 ans, essuient de nombreuses injonctions qui infestent et les imaginaires et les univers qui devraient avoir libre cours. De petites consommatrices aux attitudes assignées dès le plus jeune âge, la sphère privée des enfants est envahie à leur insu. Au fil de leur déambulation, leur représentation se façonne, incluant de nombreux stéréotypes et représentations biaisées à dessein. Ces conditionnements latents s'insinuent de la rue et jusque dans les supermarchés. Alors revenir à une écoute active et l'installer là où elle n'a plus cours. Produire du sens et des échanges lorsque ceux-ci sont mis à mal. Proposer des pistes et puis ensuite voir les enfants eux-mêmes en façonner de nouvelles, à leur mesure s'approprier des mécanismes critiques et horizontaux, recouvrer et rétablir un esprit d'insouciance et des imaginaires fertiles, voici quelques-uns parmi les motifs qui mènent ce projet. Voilà, et ce projet, eh bien, comme on l'a dit, c'est un projet au long cours, Caro, puisque de nombreuses autres sollicitations vont arriver et desquelles on parlera un petit peu plus loin. Voilà pour la petite présentation. Je propose que l'on écoute l'interview sans transition et on revient juste derrière avec une petite pause musicale. Puis ce sera ta rubrique, Caro. Est-ce que ça te convient comme ça? Ça me va très très bien. Très bien. Alors, c'est parti pour l'interview avec Sarah Stegmuller, dont on rappelle qu'elle est organisatrice du centre aéré de la maison de quartier des Paquis. On y va. Dans les prés, parmi les arbres. Au coin du bois à l'orée de la forêt, les enfants pensent, parlent et nous racontent. Radio Centre Aéré, la voix des aventurières et des forestiers. Sur Radio Paquis et livradio.org. Bonjour Sarah. Salut William. T'as vu comment on commence le cash, hein. Alors, l'entité qui est présente ici au centre aéré, dont tu vas nous dire quelques mots sous peu, c'est une radio un petit peu hybride, puisque c'est Radio Paquis, comme on a parlé tout à l'heure. C'est une radio qui est née du confinement dû à la crise sanitaire, de laquelle d'ailleurs on va peut-être un peu parler tout à l'heure. Pour le moment, ça ne fait pas partie des thèmes qui ont été annoncés, mais peut-être que ça émergera, ça surgira tout à l'heure. Donc Radio Paquis, Libre Radio et la radio des enfants. Nous sommes au milieu des enfants, une dizaine, on me dit c'est 15 enfants qui seront interviewés dans quelques instants, mais on voulait commencer avec toi, qui est parmi les organisatrices au sein de la maison de quartier des Paquis, du centre aéré. Alors on aimerait on va tout simplement en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ces centres aérés? Où est-ce que ça se passe? Oui, alors, tout d'abord on est 5 animateurs à organiser. Non, c'est pas vrai. On est 7 animateurs à organiser les centres aérés. On accueille chaque semaine, durant l'été, 47 enfants. Ces enfants peuvent venir plusieurs semaines de suite, mais peuvent aussi venir qu'une semaine. Donc on a des enfants chaque semaine un peu différents. Il y en a qui sont là maximum 5 semaines. Certains viennent qu'une semaine, 2, 3, 4 ou 5 semaines. On a vraiment la chance d'être à Collet-Bossy sur un terrain magnifique. Je pense que les enfants vous en diront quelques mots. Et on a la possibilité ici de jouer. C'est une clairière au bord de la rivière, donc on a vraiment la place pour faire des jeux. On a aussi des tables, on a un abri, donc on a cette possibilité d'être quand même à l'abri s'il pleut, ou si on veut faire des jeux un peu à l'ombre. Mais on a plein de places à l'extérieur. On fait des jeux d'eau, on fait des balles assises, on fait vraiment du jeu libre aussi qui est très important. Donc on a vraiment la possibilité de s'amuser durant ces semaines de centre aéré. Qui sont-ils ces enfants-là? Est-ce que ce sont des enfants des Paquis, de Sécheron ou également d'un peu partout de la ville de Genève? Alors principalement Paquis-Sécheron. Après c'est un périmètre assez large où on accueille le maximum d'enfants qu'on peut prendre. En priorité les enfants justement de ce périmètre-là.
Et puis, c'est chaque année plein, les centres aérés. Donc, on essaie de prendre le plus d'enfants possible. Cette année, on a des enfants qui ont pu faire 5 semaines, mais il y a des années où ils peuvent faire maximum 3 ou 4 semaines parce qu'on a trop d'enfants. D'accord, donc la question de est-ce que c'est tout l'été, c'est oui, c'est tout l'été. Oui, il y a une semaine où on est fermé, c'est la semaine du 1er août, mais sinon, on est là tout l'été. D'accord, alors pour les personnes qui nous écoutent, malheureusement les inscriptions sont donc closes pour cette année, mais c'est bien qu'elles le sachent parce que les années suivantes arriveront également. Quelles sont les classes d'âge recommandées ou imposées? Alors c'est à partir de la première année primaire jusqu'à 12 ans. Et puis pour les inscriptions, ça se fait soit à la maison de quartier à Châteaubriand, soit à la maison de quartier au 50 rue de Berne. Et ça fait mi-mai. Ok. Les enfants dorment-ils ici ou pas? Oui et non. Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas de nuitée, mais d'habitude, on fait 2 nuitées dans le mois, donc les semaines 2, les semaines 3, et pareil pour le mois d'août. Le jeudi, pour les enfants de 8 à 12 ans, on vient de nouveau sur le terrain, on est toute la journée là, et les enfants de 8 à 12 ans qui ont envie, et dont les parents sont d'accord, ils peuvent rester et on dort sous tente, on monte des tentes dans la prairie, et on est là, on fait un feu, on se raconte des histoires, certaines elles font un petit peu peur, on regarde les étoiles, on se rassure aussi parce que quand même on a un peu peur des fois dans la forêt, et c'est des moments assez magiques, hein. Je dirai après ça. Peut-être un thème que l'on va utiliser tout à l'heure avec les enfants. En tout cas, bon, ils ont tous l'air assez contents d'être là. Ah je crois, ils se réjouissent. Donc c'est plutôt bien. Il y a effectivement des nuitées qui malheureusement cette année n'auront pas lieu, donc on va peut-être pas en parler parce que ça va nous faire trop mal. Ouais. Mais voilà, c'est des activités qui sont parmi quelles activités qui ont cours ici? Raconte-nous un peu une journée type, quoi. Alors, on part de Châteaubriand, donc des Paquis, et puis on vient en car jusqu'ici, donc à Collet-Bossy vers Versoix. Et les enfants arrivent, posent leur sac, parce que dans leur sac, ils ont tout leur attirail d'une journée de centre aéré. Et on peut faire ce qu'on veut, donc du jeu libre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est le moment où nous, on s'organise pour la journée. On organise ce qu'on va faire. On doit aussi un peu se donner des informations, s'il y a un enfant qui a eu un souci, etc. Donc vraiment, on est ouvert à discuter de ça en équipe pour que tout le monde ait les mêmes informations. Et puis après, on rassemble les enfants, on se retrouve tous ensemble. Bien sûr, il y a aussi le moment crème solaire, le moment goûter du matin. Et puis après, on peut faire des jeux. Donc on explique aux enfants ce qu'on fait. Je sais pas, il peut y avoir une balade, il peut y avoir un moment cuisine pour ceux qui veulent, un moment jeu de société, enfin voilà, des choses très variées. Et puis ils peuvent choisir où ils vont. Il y a toujours la possibilité de faire du jeu libre aussi parce qu'on est dans un magnifique espace, donc autant en profiter. Ça fait marcher la créativité, l'imagination. Mmh. Et puis après, 11h45, midi, on commence à ranger, on va se laver les mains, on va à table, on mange. Vous pouvez nous parler après des repas, les enfants. On discute doucement, pas trop fort. Et puis après, on va faire la vaisselle, qui est aussi un moment important. Alors c'est la vaisselle, on fait au mieux, hein, on a de l'eau froide, donc les enfants ils ont des bacs avec du savon, un bac sans savon, ils font leur vaisselle rapidement, ils vont ranger le tout, puis après on recommence avec les jeux, rassemblement et d'autres jeux l'après-midi. Et on rentre en fin de journée, les parents viennent chercher les enfants entre 17h30 et 18h, donc ça fait des très très grosses journées pour les enfants, pour nous aussi, mais pour les enfants particulièrement. Souvent, il y en a qui s'endorment dans le car, donc c'est que c'est une bonne journée qui s'est passée. 3 petites questions et puis ensuite on verra si quelques enfants veulent te questionner, sinon on s'arrêtera là parce qu'il va falloir qu'on soit quand même relativement bref aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on fera pas des trucs. Ces enfants se connaissent-ils avant ou pas du tout? Est-ce que des fois ils arrivent et puis en fait ils deviennent copains, amis sur place? Alors le mieux c'est de leur poser la question à eux. Je sais que certains se connaissent d'avant et se réjouissent de se retrouver parce qu'il n'y a plus l'école, etc. Et puis d'autres, d'ailleurs je demandais ce matin à Emma, tu connais cette petite fille que tu as rencontrée là? Et elle la connaissait pas avant ce jour-là, et elles sont toutes copines, donc c'est tout à fait envisageable. Ok, les petits bobos, c'est quoi les petits bobos qui arrivent? Parce qu'on est dans la forêt, il peut y avoir des écorchures, il peut y avoir des piqûres d'insectes. Quels sont les bobos auxquels vous êtes préparés? Alors on est préparé à tout. C'était la bonne réponse. Voilà, yes. Mais empiriquement, qu'est-ce qu'on observe?
Les bobos les plus courants, c'est un enfant qui tombe parce qu'il se prend les pieds dans les copeaux comme ça, puis alors il se râpe le coude, le genou, on désinfecte. Il y a ça, il y a de temps en temps des piqûres d'abeilles. Cette année, on n'en a pas encore eu. Il y a eu des piqûres de moustiques. Voilà, c'est des petites choses, hein, c'est vraiment pas des choses graves. D'accord, pas de rapatriement, pas de régats en vue. Ça m'est jamais arrivé, mais Très on bien. touche du bois. Exactement. Pour en terminer, à moins que des questions surgissent, y aurait-il une anecdote que tu as envie de nous dire? Parce que j'imagine que chaque année... alors je sais pas, est-ce que vous en gardez un souvenir? Parce que je vois qu'il y a en ce moment des bricolages qui ont lieu. Est-ce qu'il y a un petit journal de bord? Est-ce qu'on fait un herbier? Ou des choses qui restent dans les mémoires, ou tout simplement des photos? Alors, ouais, il y a beaucoup de souvenirs, principalement dans la tête, qui restent. Je pense que l'équipe d'animation aime vraiment venir au centre aéré. On a des moniteurs qui s'inscrivent chaque année pour venir. Ils sont pas obligés de faire ce centre aéré, donc ils s'inscrivent pour venir. Nous, l'équipe des animateurs, on adore ces moments. Et on garde pas des souvenirs matériaux, mais peut-être une anecdote. L'année passée en nuitée, à un moment où les enfants avaient très peur parce qu'il risquait d'y avoir des sangliers ou peut-être d'autres animaux qui font peur. Et alors on s'est couché dans l'herbe, on regardait les étoiles et je leur expliquais que la nature c'est quand même peut-être un des endroits les plus sûrs selon moi. Donc voilà, on a pu un peu apprivoiser la nature et cet univers que les enfants connaissent moins. D'accord. On arrive au bout de l'entretien. Est-ce que parmi les enfants, y aurait-il des questions ou des remarques? Ou pas pour le moment? Oui, tu peux prendre un micro et t'exprimer. Présente-toi avant. Comment tu t'appelles? Amira. Quel âge as-tu? 10 ans, j'entends. Merci. Tu as une question pour Sarah? C'est pas tellement une question. Vas-y. Moi, je me souviens d'une anecdote. C'était, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. C'était à l'un des animateurs, on faisait des maquillages et on lui a peint tout le visage et la barbe. Ouais, c'était Thomas, non? Oui, je crois. Et vous avez pris des photos? Je sais pas. Oui, nous on les a vus après les photos. Et il l'a pris comment? C'était ok pour lui? Un peu. Ok, on parlera de ça tout à l'heure. Merci, Léna. Autre chose? Non. Ok. D'autres commentaires pour le moment ou pas? Non. Alors on revient dans quelques instants avec l'interview des enfants. Sarah, merci beaucoup. Donc tu travailles à la maison de quartier des Paquis, on le rappelle. Et puis tu es parmi les personnes qui organisent ces centres aérés tous les étés. Oui. Ici à Coleb-Bossy. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour l'interview de Sarah Stegmuller. Donc on le rappelle, ce sont les centres aérés. Comme l'a très bien dit Sarah, donc il y a une petite pause, début août. Et puis ensuite, la deuxième partie, la deuxième section des centres aérés, reprend toujours au même endroit, donc dans la campagne genevoise à Coleb-Bossy. C'est sympa parce que c'est très isolé, c'est une clairière qui est au milieu des bois, et voilà, tout le descriptif et les illustrations de toute manière sont sur www.libradio.org. Donc là on peut tout retrouver. Et puis nous on va épisode après épisode diffuser les interviews que l'on a fait extrêmement drôles avec les enfants. Et puis courant mois d'août, a priori Caro et moi ainsi que normalement Nicole, si on repart dans le même format, nous nous rendrons sur place faire une émission de radio avec les enfants. On fait pas de direct parce que il y a la question des enfants et puis on implique bien entendu les parents avec une demande d'autorisation, une réécoute avant publication. Donc ceci nous empêche de faire un vrai direct, bien qu'une fois pourquoi pas on pourrait s'amuser à faire un truc un petit peu en live comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, il suffit de rester bien à l'écoute et puis les informations seront transmises via les réseaux sociaux, donc comme d'hab, Info Paquis, Radio Paquis, etc. Ce que je propose, si t'es d'accord Caro, on fait une petite transition musicale, une petite chanson, et juste derrière, tu reprends direct la parole. Très bien. Le podcast est attendrissant. C'est très attendrissant. En tout cas, ce qui a été très sympa, c'est que évidemment les enfants étaient là. Avant cela, je décrirai ça la prochaine fois, mais avant cela, donc on a réuni le groupe des 11 enfants devant nous pour pour donner quelques explications des matériels que l'on allait utiliser et des propos qu'on allait tenir. Ensuite, ils ont eux-mêmes choisi les thèmes sur lesquels nous allions les questionner. Il y a eu plusieurs étapes. À la fin, c'est eux-mêmes qui tentaient de se questionner les uns les autres et c'était un petit peu le but de la manœuvre. Mais on voulait surtout commencer avec Sarah pour qu'ils aient, d'une certaine manière, une forme d'exemple
Donc ils étaient vraiment là autour avec les casques, à s'écouter dans les casques, et c'est vrai que ça change pas mal lorsque l'on s'écoute dans les casques. Enfin, en tout cas, comme tu l'as dit, c'était extrêmement attendrissant. Et c'était des chouettes moments qu'on va découvrir, dont on va parler les 4 prochaines semaines, en tout cas pour ces podcasts-là. Et puis ensuite, j'imagine qu'on aura les prochains podcasts qui seront prêts. En tout cas, moi, je me réjouis, je sais pas toi, moi, je me réjouis de remonter, voir les enfants du centre aéré. Allez, on y va avec une petite chansonnette, et juste derrière, ce sera Chronique de Chine par Caro. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous un article sur la crise écologique en Chine. Je vais partager avec vous une interview menée par le journaliste Laurent Testo. Une interview avec le professeur Jean-François Huchet, qui est professeur à l'INALCO. Cet entretien est paru dans les grands dossiers de l'histoire. Il est paru en janvier 2019. Voici le début.
Crise écologique majeure. Rencontre avec Jean-François Huchet. Apocalypse, eau polluée, sol érodé. L'environnement en Chine a atteint un point critique. Une situation qui engage l'avenir de la planète et qui pourrait faire de la Chine un laboratoire du futur écologique. Jean-François Huchet est professeur aux universités à l'INELCO, auteur de La crise environnementale en Chine, paru en 2016. Voici ce que demande le journaliste. Dans La crise environnementale en Chine, vous décrivez un véritable cauchemar dont on déduit que ce pays fait face à un désastre écologique. Pouvez-vous en résumer les grands traits? Voici ce que dit le professeur Huchet. En Chine, la crise environnementale affecte aujourd'hui en profondeur toutes les ressources écologiques. L'air, l'eau, les terres, la désertification et la gestion des déchets. L'air, par exemple, est pollué par les émissions de CO2 liées à la consommation massive de charbon ou les puits acides. Et ce constat vaut pour tous les domaines, l'eau, les déchets ou l'érosion des sols. Partout, les clignotants sont en rouge. L'environnement est forcément dégradé, bien sûr à des degrés divers avec des évolutions différenciées. Les politiques publiques ont commencé depuis longtemps à s'attaquer au problème de la désertification. Mais il a fallu attendre 2013 pour qu'elles prennent des mesures contre la pollution de l'air. Presque la Chine subit une crise écologique majeure dont l'intensité est inégalée dans le monde. Voici ce que dit le journaliste. Quelles en sont les causes? Voici ce que répond le professeur Huchet. Elles sont d'ordre démographique et économique. Les comparaisons internationales doivent prendre en compte la démographie. Les émissions de CO2 par tête changent de signification quand vous multipliez par 1,4 milliard de personnes. Cela correspond à un total de 4 milliards de tous les charbons brûlés chaque année en Chine, soit plus de la moitié de la consommation mondiale. De même, l'urbanisation a une empreinte écologique unique sur la planète, de par ses dimensions sur un territoire limité. Ce sont des données structurelles incontournables qui ne vont pas changer dans les siècles à venir. La population chinoise, bien que sa démographie soit ralentie, va rester entre 1 milliard et 1,5 milliard de personnes. Son empreinte écologique résultant de ce mode de vie, de ses choix alimentaires, de son chauffage, de ses besoins en énergie reste colossale. Même en imaginant des politiques publiques extrêmement vertueuses, la crise environnementale en Chine est susceptible de fragiliser ce pays et d'affecter le reste du monde. Voici ce que demande le journaliste. Mais peut-on aussi discerner des raisons politiques? Voici ce que répond le professeur Hubert. Effectivement, le mode d'industrialisation, l'influence du modèle soviétique ont longtemps poussé à ignorer les impacts environnementaux. Mao avait imposé que chaque région de la Chine soit autonome en termes de production afin que chaque partie du pays puisse résister à une invasion si celle-ci la coupait des provinces voisines. Résultat, les infrastructures chinoises sont traditionnellement en concurrence et en surproduction permanente. Et cette décentralisation a persisté depuis 1978. 1978, accession au pouvoir de Deng Xiaoping, qui introduira progressivement la Chine à l'économie de marché. On retrouve dans tous les secteurs cette tendance à la surproduction, au surinvestissement, à la multiplication des entreprises. On a plus de cimentiers en Chine que dans le reste du monde, même si leur nombre se réduit ces dernières années. Entre 2011 et 2013, la Chine a produit plus de béton que les États-Unis au cours de tout le XXe siècle. Près de 2/3 du ciment mondial est utilisé en Chine. Les surcapacités sont de l'ordre, pour 2014, de 850 millions de tonnes sur 3100 millions de tonnes produites. Voici ce que demande le journaliste. Comment réagissent les populations? Voici ce que dit le professeur. Très longtemps, elles ont subi sans être informées.
On sait par exemple, dans les années 1980, la qualité de l'air était extrêmement mauvaise dans les régions industrielles, mais on ne le disait pas. Les choses ont changé depuis une décennie. Les Jeux Olympiques de 2008 ont été un déclic. Et depuis, les réseaux sociaux sont apparus. Une classe moyenne s'est constituée dans les villes. Elle a les moyens de comprendre ce qui se passe. Elle ne peut pas s'organiser politiquement, mais elle peut faire savoir son mécontentement, par exemple, à l'occasion de ces périodes dites Air Apocalypse. Ces épisodes de pollution atmosphérique majeure, bien plus intenses et persistantes que ce que l'on peut connaître en France. Pour la pollution des sols, de l'eau, la désertification des terres, c'est une autre question. Très souvent, les populations concernées sont rurales, peu organisées, moins en capacité de faire valoir leur inquiétude. Le régime ne fait pas grand-chose pour elles. Il a fallu que la désertification se traduise par des tempêtes de sable sur Pékin pour que l'on enserre la capitale dans une ceinture verte de 200 km de forêt afin de la protéger. Mais l'érosion continue à l'ouest, où le programme de lutte contre la désertification sont moins appliqués et moins suivis. Voici ce que demande le journaliste. Qu'en est-il de l'autonomie alimentaire nationale dans un pays où une bonne partie des sols sont contaminés par des métaux lourds? Voici ce que répond le professeur. La Chine est déjà dépendante sur un certain nombre d'aliments dits stratégiques. Elle se soucie de garder une indépendance sur des secteurs vitaux comme le riz, les blés, ce qui est de moins en moins vrai, mais aussi la viande et le lait. Elle est de plus en plus présente à l'étranger. Elle rachète des entreprises agroalimentaires, des terres. Pour l'instant, on a exagéré l'ampleur du phénomène, mais il témoigne d'une nouvelle inquiétude. Avec l'urbanisation, les terres agricoles reculent et les classes moyennes adoptent une nouvelle alimentation, plus riche et plus carnée, qui draine davantage les ressources environnementales et entraîne des achats massifs à l'étranger. Mais c'est ce que demande le journaliste. Par quelles mesures le gouvernement chinois entend-il lutter contre ces dégradations? C'est ce que répond le professeur. Il faudrait prendre secteur par secteur. Les plus visibles sont la politique de l'air. On a la volonté de faire cesser un certain nombre de petites industries polluantes dans les grandes villes, en particulier à Pékin. On va aussi fermer des usines de production d'électricité au charbon pour en ouvrir des nouvelles plus loin, à l'ouest, afin d'en déplacer l'impact. Il y a également des investissements massifs dans les énergies vertes, les plus importantes du monde. Une forte volonté de remplacer les énergies fossiles. Mais on estime toujours qu'en 2030, la Chine restera structurellement et de loin le plus gros consommateur de charbon au monde. Voici ce que demande le journaliste. Par quels paramètres expliquer cette addiction au charbon qui, selon l'Agence internationale de l'énergie, fait de la Chine la responsable de près de 3/4 des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde pour 2010 à 2020. Une grande partie de la production d'électricité est charbonnée. À cela s'ajoute l'industrie du bâtiment, la sidérurgie, la production d'aluminium, très gourmande en électricité. Les modèles entiers dépendent du charbon pour la production d'énergie primaire. Tout ça ne change pas du jour au lendemain. Sans compter le pétrole, les transports. Même si on passait à la voiture électrique, vous imaginez, à cette échelle de population, le volume d'électricité à produire serait énorme et il n'y a tout simplement pas assez de terres rares dans le monde pour équiper la Chine en voitures dans les mêmes proportions que les États-Unis. Au rythme actuel, la Chine table sur 400 millions de véhicules en 2030. Il y a quelque chose d'unique dans cette crise environnementale, en ce que la Chine a atteint les limites écologiques de notre modèle de développement. Voici ce que dit le journaliste. Cela préfigure-t-il ce qui pourrait arriver à l'ensemble de la planète? Voici ce que répond le professeur. Très certainement. Et en même temps, si quelque chose doit se passer, c'est peut-être aussi en Chine qu'un certain nombre de solutions seront mises en œuvre à l'échelle d'une population très vaste. Les coûts du test et de mise en place d'énergie verte sont par exemple
puis vite amorti avec un tel volume de consommateurs. Le danger, c'est qu'on va avoir, au même moment et en parallèle, une Chine qui va continuer à être le premier pollueur au monde et une Chine leader mondial de technologie verte. C'est une course contre la montre qui s'est engagée. Voici ce que demande le journaliste. On entend souvent dire que la Chine est l'atelier du monde, que les pays développés y externalisent les coûts environnementaux des biens qu'ils consomment. Est-ce si évident? Voici ce que répond le professeur. C'est de moins en moins vrai. Ça l'a été il y a 20 ans. Aujourd'hui, les entreprises présentes en Chine produisent essentiellement pour le marché chinois. Et la part de sous-traitance dans le commerce international de la Chine décline très rapidement depuis 15 ans. Cet argument, qui a longtemps dominé les conférences sur le climat, n'est plus défendable. Voici ce que demande le journaliste. En matière de lutte contre les atteintes environnementales, être un régime autoritaire est-il un atout ou un handicap? Voici ce que répond le professeur. L'autoritarisme n'a pas permis de protéger l'environnement et la meilleure preuve est la situation actuelle. Il ne faut pas voir le régime autoritaire comme un monolithique avec quelqu'un qui tape du poing sur la table et arrive à se faire obéir à tous les échelons. La croissance reste un souci très fort des autorités chinoises. Les régions restent en compétition et qui aura la plus grosse production. Les injonctions sont contradictoires. On dit aux entreprises de polluer moins, mais de garantir des emplois. Il existe aussi un certain pragmatisme. On peut faire semblant, lors des contrôles, de respecter des consignes visant à fermer des usines polluantes pour les remettre en marche sitôt les inspecteurs partis. Voici ce que demande le journaliste. Presque depuis 2013, il existe une volonté politique en faveur de lutter contre la pollution. Voici ce que répond le professeur. Et cela se traduit par exemple par des fermetures d'usines polluantes et le recours à des énergies vertes. Mais il existe aussi des résistances. Quant à la société civile, elle a déjà du mal à se faire entendre dans nos démocraties. Vous imaginez bien ces difficultés dans un régime autoritaire. D'un côté, on encourage la mobilisation, d'un autre, on ne tolère pas des critiques trop fortes. La société civile joue un certain rôle dans ces limites-là. Elle peut réagir à des scandales ponctuels par des manifestations, mais cela ne débouche guère sur des mouvements organisés. Quant au gouvernement, il ne peut plus se permettre d'avoir des épisodes d'apocalypse aussi prononcés que celles des dernières années, parce que ça touche les enfants, ça affecte les classes moyennes, et il est obligé d'agir. Voici ce que demande le journaliste. En politique internationale, la croissance des émissions chinoises de gaz à effet de serre n'oblige-t-elle pas à repenser les mesures prises pour réduire le changement climatique? Voici ce que répond le professeur. Certes. Encore plus inquiétant, il y a l'Inde qui semble sur le point de prendre la relève de la Chine comme atelier du monde. Si l'Inde, seul pays au monde à avoir une population comparable à celle de la Chine, devait prendre peu ou prou la même trajectoire avec 2 décennies de décalage, il est évident que les accords de Paris ne voudront plus rien dire. Voici ce que demande le journaliste. Mais les accords de Paris ont-ils encore un sens face aux seules émissions de gaz à effet de serre en Chine? Voici ce que répond le professeur. Même si l'on reste à des niveaux extrêmement importants, il faut souligner que la Chine va arriver à un maximum d'émissions avant 2013, puis que ces niveaux vont décroître. Mais ce pays compte alors 1 milliard d'urbains. Tout cela introduit des incertitudes fortes. La Chine a connu en 30 ans la croissance dont l'Europe bénéficie en 2 siècles, avec 3 fois plus de population. En émissions de CO2,
Elle est aujourd'hui à peu près équivalente à l'Union européenne. Mais si vous prenez la consommation de la classe moyenne chinoise, elle est plus haute, proche de celle des États-Unis. Et si on reste sur une croissance forte de cette classe moyenne chinoise, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le climat. Voici ce que demande le journaliste. Le gouvernement chinois considère-t-il les risques environnementaux comme dangereux pour sa stabilité? Voici ce que répond le professeur. Oui, depuis 2013, le gouvernement chinois considère que l'environnement peut faire dérailler la machine économique, provoquer des mouvements sociaux. L'écologie est devenue un risque politique. C'est pour cela que le Parti communiste, qui veut aussi assurer sa survie, investit massivement dans ces questions. C'était l'article intitulé « Une crise économique majeure ». Entretien avec Jean-François Huchet, et les propos sont recueillis par le journaliste Laurent Testo. Fantastique, merci beaucoup Caro. Oui, j'aimerais juste ajouter 2 choses. Donc, 1, j'ai fait une erreur dans la lecture. La Chine va arriver à un maximum d'émissions en 2030, pas 2013. Et puis 2, je trouve extrêmement attristant le fait que les États-Unis ont décidé de fermer le consulat chinois à Houston. Je pense que c'est une très grave erreur d'essayer de chercher à isoler la Chine. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, enfin de la Chine et l'Occident. Je pense que c'est vraiment très dangereux si on essaye de couper les liens de contact, en fait, les liens diplomatiques entre les deux pays, enfin entre les deux régions du monde. Oui. Tu parles également des terres rares, de leur extraction et du fait que, eh bien, nous sommes quand même sur une terre dont les ressources ne sont pas infinies. On parle également, évidemment, pour la Chine, beaucoup de charbon, puisque avec la production qui va augmenter, bien entendu que le besoin énergétique va a priori augmenter également. J'imagine qu'en termes d'usines, de centrales nucléaires, de nombreux projets ont également cours en Chine. Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à ça? Je sais pas. Moi, ce que je me demande, c'est l'opinion. Enfin, quelle est l'opinion publique? Enfin, quelle est l'opinion publique par rapport aux centrales nucléaires en Chine? Parce que c'est vrai que nous, on a on associe les centrales nucléaires à la pollution. Est-ce qu'en Chine, c'est aussi le cas, ou est-ce que on voit les centrales nucléaires comme une énergie propre? Ça, je sais pas. Ouais, effectivement, ce serait intéressant. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'en parlais également du point de vue de l'extraction de l'uranium, puisqu'on voit que dans certains pays, ça devient déjà problématique et que, voilà, typiquement la lixiviation in situ, qui est un procédé d'extraction un peu comme la fracturation pour le gaz de schiste, est très problématique, puisqu'on insère dans la terre des produits extrêmement toxiques et que ça rend les terres impropres. Voilà, ça c'est des modalités d'extraction qui ont de plus en plus cours, et notamment en Asie. Alors voilà, je me demandais si de ce point de vue-là, la Chine avait déjà une posture, ou était déjà, parce que comme tu l'as dit, c'est assez paradoxal de voir qu'il y a une pollution, évidemment, qui est présente, qui est patente, on en voit les conséquences, et également le fait de planter des arbres, le fait de constituer ces ceintures vertes. Il y a comme une sorte de schizophrénie d'une certaine manière. Ouais. Enfin, on verra, le temps nous le dira, mais c'est vrai que l'enjeu est extrêmement intéressant, et l'observation de la Chine l'est d'autant plus que c'est un pays immense et extrêmement peuplé. C'est quoi, 1,3 milliard, c'est ça? Donc, après, je sais pas si la décroissance est un terme qui est populaire en Chine ou pas, en fait. Ouais, tout à fait. J'imagine que c'est... Ouais, tout à fait. Mais on reviendra là-dessus, parce qu'effectivement, Pardon. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la technologie vont réussir à nous permettre de dépasser la crise écologique? Est-ce qu'il y a cette impression-là? Je sais pas. Ouais. Enfin, j'espère qu'on reviendra là-dessus tranquillement. En tout cas, voilà, c'est extrêmement intéressant d'observer la Chine et puis de nous questionner, quoi qu'il en soit, chemin faisant. Effectivement, la décroissance, on voit qu'il y a des personnes qui sont, dubitatives par rapport à cela. Enfin, bon, il
Il y a beaucoup de choses à dire et on reviendra certainement là-dessus. Ce que je te propose, si tu en as terminé avec ta rubrique, Oui. est-ce le cas? Oui. Alors, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, une chansonnette, et puis juste derrière, on se retrouve pour faire la conclusion ensemble de l'émission. Est-ce que ça te convient comme ça? Très très bien. Alors, c'est parti, on va écouter Moby, ça fait longtemps et c'est sympa. C'est parti. Et voilà pour Moby, une chanson calme, c'est l'été, c'est le soir, on y va tout en douceur. Alors, ouais, on arrive au terme de l'émission, Caro. Qu'est-ce qu'on se dit? À dimanche prochain, quoi qu'il en soit? Oui. Donc dimanche prochain, même heure, même lieu, on fait a priori du 20h, 21h. Ce soir, c'est nickel, on arrivera nickel à entrer dans les clous. Avec quoi qu'il en soit, la rubrique Chronique de Chine. Veux-tu déjà nous anticiper un petit peu de quoi vas-tu parler ou pas? Je sais pas encore. Très bien, alors on verra. Et puis pour la radio des enfants, ce sera l'épisode numéro 2. Épisode numéro 2 qui est en fait la première des interviews avec les groupes d'enfants. Un premier groupe de 3 enfants entre 9 et 13 ans qui vont nous parler de... Alors là, on n'en sera pas encore à l'école idéale, mais voilà, on va parler de leur ressenti, des choses de la vie, de la nature, des animaux, enfin des thèmes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Sinon, on va faire un coucou à tout... On espère déjà que Marine sera parmi nous. Et puis on peut faire un coucou à toute l'équipe de Radio Paki qui est en vacances, donc c'est pour ça qu'on fait des émissions un petit peu plus légères, un petit peu écourtées, mais on trouvait intéressant et important de garder tout de même ce rendez-vous du dimanche soir pour quand même se faire un petit coucou et puis dire voilà, quoi qu'il en soit, on est là, et que même si on est là en mode vacances, en mode plage, on est là quand même. On va peut-être juste rappeler les contacts, donc si tu souhaites nous rejoindre, tout simplement pour nous écouter ou alors participer à la radio par différentes modalités, que ce soit des chroniques, une interview, proposer des sujets ou venir à la technique, faire des choses comme ça, n'hésite pas, le mail c'est infopaki@gmail.com, info c'est au pluriel, et puis sinon le canal YouTube Infopaki, Radio Paki pardon, et puis les chaînes Facebook, c'est Radio Paki et Infopaki. Et voilà, de tous ces points-là, on te répond. Dimanche prochain, donc, 20h, 21h, même lieu, pour une émission d'1 heure, avec, a priori, en tout cas, les 2 thèmes que l'on vient d'énoncer, et peut-être, on espère, également les chemins du sommeil par Marine. Et puis pour en terminer, on pourrait quand même envoyer un salut aux camarades et aux amis à Portland, à Seattle, aux États-Unis, où il se passe de nombreuses choses en ce moment. Je crois que pour Portland, on en est au 58e jour de manifestations qui ont débuté par le soulèvement de Black Lives Matter, et qui continue avec des projets et des réalisations incroyables, des cantines qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 produisent à manger pour tout le monde. Enfin, il y a vraiment des actes de solidarité qui ont cours, qui sont non seulement intéressants mais très très beaux à voir, donc à Portland et puis notamment à Seattle, mais également un peu ailleurs, me semble-t-il, Caro, aux États-Unis. J'ai principalement entendu de Portland, de Seattle, le reste, je sais pas, mais sûrement. Ouais, je crois que ça s'étend un petit peu. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire un sujet là-dessus. Si on trouve quelqu'un, moi j'ai déjà lancé 2-3 petits mails. Si on trouve quelqu'un de francophone ou, on verra. On va essayer de faire quelque chose. Voilà. Alors, on se dit au revoir pour ce soir, Caro, et puis on se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Alors, à dimanche prochain. Passez un bon dimanche et surtout un bel été. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Radio Paki, la radio douce dans un monde en fleurs. Au-dessus le ciel bleuoie, en dessous les herbages bruissent, et la terre en silence se meurt. Rejoins Radio Paki, l'espoir d'un monde ensemble, la tentative d'un monde meilleur.